Jordi, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Jordi, dirigeant, fondateur de Active PNL. Aujourd'hui, je vais vous parler des croyances, donc un sujet intéressant quand on fait de la PNL et quand on s'intéresse à ce sujet, quand on est thérapeute ou coach. Voilà, donc les croyances, d'abord on va regarder d'où elles viennent, comment elles se construisent et qu'est-ce que c'est. Et ensuite, on va voir surtout comment les interroger quand vous êtes avec un de vos clients ou avec un de vos patients, comment on va faire ressortir ça. Alors, une croyance, effectivement, une croyance, ça va être une manière de voir le monde, de voir la réalité, qui peut être parfois des croyances qui vont être soit des ressources, donc on va appeler ça des croyances mobilisantes. Donc par exemple, une croyance que vous pouvez avoir mobilisante, ça peut être une croyance sur vous-même, de vous dire par exemple, je suis convaincu que je suis capable de réussir par exemple mes examens. Donc ça, c'est une croyance mobilisante sur soi. Ou vous pouvez avoir une croyance limitante de vous dire par exemple, de toute façon, je suis incapable de parler en public, ou je suis nul, ou de toute façon, je suis trop bête. Ça, c'est des croyances limitantes. Donc en fait, une croyance, c'est une manière de percevoir la réalité, et dans cette manière de percevoir la réalité, soit ça va nous mobiliser, donc on parle de croyances mobilisantes parce qu'elles nous permettent d'atteindre nos objectifs, soit ça va nous limiter. Et effectivement, ça peut nous amener à vivre des schémas qui sont des schémas récurrents, et donc ça peut vraiment faire partie des blocages qu'on peut vraiment avoir, des blocages personnels. Alors, si on prend la PNL, il y a aussi les niveaux logiques. Donc dans les niveaux logiques de Robert Dilts, effectivement, il y a un niveau qui s'appelle les croyances, mais en réalité, vous pouvez avoir des croyances à n'importe quel niveau logique. C'est-à-dire, on peut avoir des croyances sur notre environnement. Par exemple, je peux me dire, mes voisins sont des connards. Donc ça, c'est une croyance où mon patron est un con. Donc c'est une croyance sur mon environnement. Je peux avoir des croyances sur les comportements. Par exemple, de dire, c'est pas bien d'aller donner son avis. Vous voyez, par exemple, ça, c'est une croyance sur un comportement. Ou je peux avoir des croyances sur mes capacités. Je ne saurais jamais parler anglais. Je peux avoir des croyances concernant mes émotions également. C'est pas bien de se mettre en colère. Je peux avoir des croyances sur mes valeurs. Par exemple, de dire, eh bien, quand on est discipliné, avec des équivalences de valeurs, quand on est discipliné, eh bien, on ne s'autorise pas à se reposer tant qu'on n'a pas terminé son travail. Donc ça, par exemple, ça pourrait être une croyance limitante qui fait que la personne, elle ne prend jamais de repos. Elle n'arrive jamais à se détendre le week-end. Ça peut être également une croyance sur vous, sur votre identité, sur qui vous êtes. Hein. Je suis quelqu'un de mauvais, par exemple, ou je suis quelqu'un d'excellent. Et ça peut être également une croyance qui est sur votre vision du monde. Donc là, c'est pas les voisins ou le patron, c'est les gens en général, les garçons, les filles, les ouvriers, les patrons, les riches, les pauvres, les Français, les Allemands. Voyez, enfin des croyances sur le monde ou les autres, voyez, de manière générale, des croyances aussi d'appartenance. Hein. Voilà, je suis citoyen, sur la citoyenneté, par exemple, c'est une appartenance, ou sur votre club de sport, etc., sur votre appartenance. Donc on a des croyances qui peuvent se manifester à différents niveaux, hein, différents niveaux logiques. Et comme on l'a vu, qui peuvent être des ressources ou qui peuvent être limitantes. Alors comment est-ce qu'elles arrivent, les croyances? Souvent elles arrivent dans l'enfance, hein, les plus fondatrices, parce qu'avant l'âge de 7 ou 8 ans, on ne remet pas en question, avant l'âge de raison, on ne remet pas trop en question ce que nous disent nos parents, on les écoute. Hein. D'ailleurs, s'ils nous font croire au Père Noël, on va y croire, hein, on ne va pas se demander si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, quand on est petit. Ensuite, ça peut être par rapport à des croyances qui sont répétées. Plus une croyance va être répétée, et plus du coup, où je vais avoir des expériences de vie qui vont être répétitives, et bien du coup, s'il y a l'expérience qui se répète plusieurs fois, je vais en tirer une conclusion qui va avoir tendance donc à se généraliser dans ma perception de la réalité, parce que j'aurais vécu plusieurs fois cette situation. Ou alors, des fois, j'ai vécu une seule fois la situation, mais ça a tellement été traumatique, ça a tellement été fort, que du coup, j'en ai tout de suite fait une conclusion de manière généralisante, parce que je ne veux surtout pas que ça se reproduise. Voilà, donc on voit de quelle manière est-ce que les croyances sont faites, et du coup, les croyances vont devenir chez nous des réflexes qui vont devenir des réflexes la plupart du temps conditionnés et inconscients, c'est-à-dire que la plupart du temps, on n'est pas très conscient des croyances qu'on a, de comment on valide aussi, hein, notre système de croyances en permanence, parce que, en fait,
nos croyances vont nous amener à des choix, vont nous amener à des comportements et on va passer notre temps à valider notre système de croyances, à faire en sorte que la réalité extérieure, elle colle avec notre système de croyances. Et on va souvent dire, ah, la preuve, il me semblait bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau humain, il a une fonction, c'est de maintenir en place une cohérence dans notre système de pensée, dans la structure de notre réalité. Donc, on va vouloir vraiment sans arrêt se prouver en permanence notre système de croyance. Et ça demande une énorme humilité d'arriver à pouvoir remettre en question notre système de croyance et notre système de pensée. Voilà. Alors, je donne toujours l'exemple suivant qui est un exemple assez simple. Imaginons, vous avez une personne qui a la croyance de se dire on ne m'aime pas. Bon, le déclencheur, il y a une personne, par exemple, un de ses amis qui l'invite à un repas d'anniversaire. Je donne souvent cet exemple parce il est simple, où elle va rencontrer des gens qu'elle ne connaît pas. Ben, si, comme elle, inconsciemment, elle a cette croyance où elle se dit de toute façon on ne m'aime pas, à l'invitation de cet anniversaire, ben, du coup, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Elle va ressentir de la peur. Dans ses comportements lors de l'anniversaire, il va y avoir certainement du fait de cette peur des comportements d'évitement avec les autres. Et puis du coup, bah, comme il y a eu ces comportements d'évitement, les autres, du coup, dans la réalité extérieure, ils vont pas trop aller lui parler. Et du coup, la personne, elle va dire, décidément, on ne m'aime pas. Et quand vous allez aller voir cette personne et vous allez lui dire, mais ça vient de toi, tu as cette croyance, elle va dire, non, non, c'est pas moi, je suis allé à un anniversaire, personne n'est venu me parler, c'est bien la preuve qu'on ne m'aime pas. Donc vous voyez, la personne va valider son système de croyance. Donc là, c'est dans le cadre d'une croyance limitante et dans le cadre d'une croyance mobilisante, ben, ça sera la même chose. La personne va valider son système de croyance en disant par exemple on m'aime bien, je suis invité à un anniversaire, je ressens de l'enthousiasme de rencontrer de nouvelles personnes avec qui le feeling va bien passer. Du coup, le comportement avec cette émotion de l'enthousiasme d'abord en émotion, de la confiance en soi et en les autres aussi. Et puis dans les comportements du coup, eh bien, de l'adaptabilité, de la curiosité, le fait d'aller parler aux gens. Et puis dans les retours, plein de nouveaux amis, plein de nouveaux contacts. Et puis la personne dit décidément qu'est-ce qu'on m'aime bien. Donc vous voyez, ça vient s'auto-valider. Voilà. Donc en fait, souvent, la plupart du temps, en ce qui concerne nos objectifs de vie, effectivement, soit on va vraiment cultiver des croyances qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs parce qu'il y a des choses qui ne sont pas quantifiables vraiment, c'est vraiment nos croyances qui nous amènent à de la réalité. Et puis des fois, il y a la réalité qui est pure et dure, et puis même si on a une croyance, eh ben, ça ne changera pas la réalité. Hein. Avant, les gens pensaient que la Terre était plate, ben, ce n'est pas parce que tout le monde pensait que la Terre était plate que c'était vrai. Et c'est pour ça que concernant les croyances, des fois, il y a des personnes qui disent oui, mais tout le monde a sa vérité, tout le monde a raison, tout le monde a sa vérité. Eh ben, pas forcément, parce qu'il y a aussi des fois la réalité, donc ce qu'on appelle la réalité en PNL, c'est le territoire, et on a la carte, notre représentation de la réalité. Du territoire. Et en PNL, on a un présupposé qui nous dit la carte n'est pas le territoire. Donc ça veut dire, effectivement, souvent, nos présupposés, nos croyances sont fausses. Et si ça se vérifie, eh bien dans ces cas-là, ce n'est pas une croyance. Dans ces cas-là, ce n'est pas une croyance, c'est un fait. Donc quand on modélisera une personne, le bon coach et le bon thérapeute, en tout cas le bon modélisateur, il va bien, dans son travail, faire une distinction entre la carte et le territoire. Et donc il a intérêt à poser beaucoup de questions de territoire pour aller chercher qu'est-ce qui fait partie des faits et de la réalité observable par tout le monde et qu'est-ce qui fait partie chez la personne de son système de croyance, voyez. Parce que par exemple, j'ai eu accompagné des stagiaires et quand je les accompagne et qu'on fait un travail sur les croyances, je leur dis par exemple, voilà, cherchez des croyances qui sont limitantes chez vous. Et par exemple, je peux avoir un stagiaire qui va, par exemple, avoir des difficultés dans une technique, par exemple en PNL, et qui va me dire, bah, moi j'ai la croyance que je suis nul dans cette technique, que je ne suis pas doué. Et je vais dire à la personne, bah non, ce n'est pas une croyance. Tu es pas doué, c'est un fait. Désolé pour toi, mais quand tu fais cette technique, effectivement, sur cette technique, tu n'y arrives pas. Donc c'est pas la croyance, là, c'est une observation. Par contre, ce qu'il faut aller regarder, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une croyance que tu aurais au moment où tu faisais l'exercice, qui faisait que effectivement, à la fin, tu as validé que tu n'étais pas doué? Ou est-ce que simplement, c'est que l'exercice, tu l'as pas assez travaillé? Et comme tu l'as pas assez travaillé, bah, du coup, forcément, tu n'es pas doué. Mais ça ne vient pas de la croyance que tu n'es pas doué. Ça vient du fait que tu n'as pas assez travaillé. Vous voyez, c'est hyper important parce que sinon,
clairement, c'est pas parce qu'une personne va changer ses croyances à se dire j'y arrive, je suis doué, c'est trop bien, que du coup elle va être excellente derrière. Non, non. Moi, je peux vous assurer en tant que formateur, j'ai des gens, des fois, hein, pas tous heureusement, mais ça arrive, d'avoir des gens qui arrivent avec un ego démesuré parce qu'ils ont fait beaucoup de travail de développement personnel où ils se croient les meilleurs du monde. Et puis quand on les regarde exercer, c'est une catastrophe. Et là, on leur dit non, non, mais oui, mais c'est parce que j'ai une croyance mobilisante qui me dit que je suis super bon. Non, non, mais là, c'est pas une croyance mobilisante que tu as. C'est une croyance limitante parce que tu te crois tellement doué que du coup, tu ne prends même plus les feedbacks. Et en plus, tu fais travail pas terrible et tu crois que c'est bien alors que franchement, c'est pas terrible. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant vraiment de toujours bien faire une distinction entre qu'est-ce qui est le territoire, donc c'est les faits, et qu'est-ce qui est de l'ordre de la carte. Voilà, maintenant, comme les croyances sont la plupart du temps inconscientes dans le discours de la personne, ça nécessite de passer un temps à savoir comment aller les faire ressortir et comment les interroger. Alors, linguistiquement, comment on va reconnaître des croyances? Il n'y a pas 36 manières de reconnaître les croyances. D'abord, soit ça peut s'énoncer sous la forme d'une présupposition. Donc, une présupposition, qu'est-ce que c'est? C'est une c'est un message qui est implicite et on est un petit peu obligé d'acheter ce message pour comprendre ce que la personne nous dit. Par exemple, si je vous dis mon fils a un caractère aussi horrible que celui de son père, ça présuppose quoi? Ça présuppose que le père a un caractère horrible. Si je vous dis ce dossier, il faudra le rendre, vous le rendrez aujourd'hui ou demain, ça présuppose que le dossier, qu'il faut rendre un dossier. Voyez, donc, c'est quelque chose d'implicite. Ou c'est une forme de prémonition, une présupposition. J'ai un petit peu une boule de cristal. Donc, ça peut être, par exemple, vous allez avoir du mal à pouvoir apprendre ce cours parce qu'il est compliqué, vous allez avoir du mal. C'est une présupposition. Alors après, dans le métamodèle, si on va vraiment visiter les structures de langage, on a des sous-formes de présuppositions qui sont des lectures de pensée, qui sont d'émettre des intentions aux personnes. Mais là aussi, ce sont des sous-formes de présuppositions. En tout cas, comment on questionne une présupposition? On va dire comment le sais-tu concrètement? Comment tu le sais? On va aller chercher ce qu'on appelle du VACOG, c'est-à-dire des éléments observables par du visuel, de l'auditif, du toucher, du kinesthésique. Voilà, on va chercher de l'observable. Donc les présuppositions. Alors attention, les présuppositions, ça ne concerne pas toujours l'avenir, bien que dès qu'on est dans des notions de temps avec des affirmations qui vont concerner l'avenir, on est automatiquement, dès qu'on a une boule de cristal, on est dans de la présupposition. Mais ça peut aussi concerner le présent, à dire je sais pourquoi cette personne n'est pas venue, il y a eu ça, pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui. On peut présupposer, on peut faire des présuppositions sur le passé, c'est pareil. Donc on a les présuppositions qui sont des types de croyances. Donc la question c'est comment tu le sais. On a également d'autres types de croyances qui vont s'énoncer plutôt sous la forme de règles. Alors les règles c'est quoi? C'est soit des permissions, des autorisations de faire quelque chose, soit au contraire une interdiction. Je n'ai pas le droit, c'est interdit de faire ça. Donc là encore, ce sont des croyances, les règles. Voilà, et souvent on va aller regarder dans les règles, qu'est-ce qui t'en empêche de faire ça? Et si tu brisais cette règle, qu'est-ce qui se passerait? On va aller chercher la conséquence redoutée. Et en allant chercher la conséquence redoutée, donc là on est vraiment dans des opérateurs modaux, on appelle ça les opérateurs modaux de possibilité ou de nécessité. Je ne peux pas ou je ne dois pas. Qu'est-ce qu'on fait automatiquement? On fait énoncer la conséquence ou qu'est-ce qui se passerait, voyez? On a également des croyances qui sont en lien avec les valeurs. Donc les valeurs sont des notions assez subjectives, le respect, la fidélité, l'amour, la justice, voyez? Ce sont des croyances. Les valeurs, automatiquement, qu'est-ce qui va pouvoir apporter dans les valeurs des équivalences? C'est-à-dire comment je prouve ma valeur? Eh bien ça, c'est ma croyance. Par exemple, je peux dire... cette personne, elle arrive en retard parce qu'elle ne respecte pas. Ce n'est pas respecter les autres, c'est une croyance. Voilà, parce que pour moi, le respect, c'est ça la croyance que j'ai par rapport au respect. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, le respect, ça sera une croyance différente. Voyez? Donc, les valeurs. Les critères, c'est qu'est-ce qui me permet de dire que ma valeur est satisfaite. Donc, on a des croyances sur les critères de satisfaction. Un critère, c'est comment je vais évaluer une personne, une chose, une situation. Comment je l'évalue? Vous voyez, par exemple, comment j'évalue
si j'ai un critère d'acheter une voiture, par exemple, économique, un critère d'économie, comment j'évalue l'économie? Ben, on n'aura pas tous les mêmes critères, donc on n'a pas tous les mêmes croyances. Voilà, avec donc des équivalences de critères qui sont soit basés dans les niveaux logiques sur de l'environnement, je le sais parce que je le repère dans l'environnement, soit sur des comportements, donc sur de l'observable. Ben, toutes ces équivalences de comment j'évalue mon critère ou ma valeur, hein, d'ailleurs, ça va être des croyances. Donc, vous voyez, donc, on a vraiment ces différentes formes hein, pour vraiment observer et détecter des croyances. Et pour vraiment les mettre à jour, parce que souvent on a besoin vraiment de les interroger, puisque comme elles sont inconscientes, la personne ne va pas forcément les verbaliser, on a besoin d'avoir des petites techniques comme ça pour les interroger. Alors, quelques techniques, vous pouvez la première chose que vous pouvez faire, c'est partir de la situation problématique et par exemple de dire, ok, et ce problème et cette situation, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Quand je demande qu'est-ce que cette situation elle signifie pour vous, il va y avoir forcément dans les réponses des équivalences qui vont arriver parce que ceci prouve cela. Donc, on a bien des croyances. Qu'est-ce que vous concluez de cette situation? En quoi c'est un problème pour vous? Pourquoi c'est un problème selon vous? Voyez, donc on peut partir vraiment de la situation du présent. On peut partir aussi de l'état désiré. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif? Qu'est-ce qui risquerait de se passer si vous atteignez votre objectif? Par exemple, personne va dire, je voudrais être en reconversion, oh là là, mais si j'atteins mon objectif et que je réussis, eh ben, peut-être que j'aurai plus de temps à consacrer à ma famille et à mes amis. Donc, vous voyez, ça c'est une conséquence redoutée sur de l'état désiré. Voyez ou si par exemple je prends l'état présent sur la même problématique et le même sujet de reconversion, quelles sont vos craintes de pouvoir changer de métier? Ah ben, j'ai peur peut-être de ne plus avoir la même sécurité financière. Donc là, c'est avec la valeur de sécurité. On peut partir donc effectivement aussi dans cet exemple, on peut aussi partir de la réaction émotionnelle. Qu'est-ce que vous avez peur de ressentir ou qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation? Quelles sont les émotions qui arrivent? Qu'est-ce que vous redoutez qu'ils se produisent? On connecte la personne à son émotion de peur, de crainte, et on lui demande qu'est-ce qu'elle redoute. On peut faire émerger souvent hein, le risque sous-jacent. Qu'est-ce que vous craignez qu'il se passe si vous faites ci ou ça? Et là encore, c'est important en tant que coach ou accompagnant d'avoir du discernement parce que des fois, dans ce que la personne elle craint, c'est pas une croyance, des fois c'est concrètement vrai. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un va vous dire je vais faire une reconversion, mais pendant ma formation j'ai du droit de chômage et après mon chômage se termine, donc il faut vite que j'ai des clients. Et qu'est-ce que tu as peur qu'il se passe? J'ai peur par exemple dans ma reconversion de ne pas avoir de clients à l'issue de ma formation parce que je n'aurai pas eu le temps de développer. Peut-être que c'est vrai, en fait. Peut-être ça peut être une présupposition et une croyance qui peuvent s'avérer vraies. Donc peut-être que la personne a raison de vouloir être prudente parce que peut-être qu'elle a besoin d'avoir une sécurité supplémentaire pour développer, avoir le temps, vraiment de manière écologique, de développer sa clientèle. Donc voilà, par contre, si c'est des peurs de manquer d'argent qui sont répétitives et qui ne concernent pas qu'un domaine, mais qui concernent plein de domaines et que vous entendez de manière systématique des croyances qui sont en lien avec la pénurie et une peur de manquer d'argent, là vous pouvez vous dire tiens, il y a quand même des croyances qui sont en lien. En tout cas, à chaque fois que tu m'expliques différentes situations, il y a toujours cette peur de manquer d'argent, que ça vienne dans le cadre de ton sujet de reconversion professionnelle, dans le cadre où tu dois te faire des cadeaux d'anniversaire pour tes enfants, dans le cadre que même si l'activité elle marche, c'est pas sûr que ça continuera à marcher, etc. Tu as toujours cette croyance de manquer d'argent, d'où ça vient, et là souvent on va aller chercher aussi les origines, comment les croyances se sont construites. Parce que souvent, en fait, on a une croyance qui se construit et on a un processus de généralisation qui se met en place et du coup de distorsion ensuite de la réalité. Mais comme on le dit en PNL, s'il y a de la distorsion de la réalité et de la généralisation, c'est qu'au-dessus, il y a eu des omissions, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je n'ai pas du tout vu toutes les fois où je pouvais avoir des choses qui allaient me valider que ma croyance était fausse, eh bien tous ces éléments qui allaient me valider que ma croyance était fausse, simplement je ne les ai pas vus parce que dans ces omissions,
eh bien, mon cerveau avait pour fonction de maintenir une certaine cohérence dans mon modèle du monde. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Vous pouvez poster des commentaires pour me dire peut-être vous ce que vous utilisez pour pouvoir aller chercher et mettre à jour des croyances chez une personne. Ça pourra enrichir la chaîne et la vidéo. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker aussi, c'est toujours plaisant. Merci et de partager la vidéo. Merci les amis, je vous dis à bientôt.